Bien, bonjour. Alors, nous allons commencer. Donc, je vous ai préparé ici, si vous voulez, un aperçu sur les 3 chapitres avant de passer aux questions, avant de commencer à répondre à ces questions de compréhension que je vous ai données. Nous allons commencer d'abord par donner un bref aperçu sur les 3 chapitres. Bien. Vous vous rappelez bien qu'au début du chapitre 1, on a déjà parlé, on a traité de genre de la boîte à merveilles et on a dit que c'est un roman autobiographique. Cela, je l'ai expliqué au chapitre numéro 2. Bon, alors très vite, je passe donc sur les aperçus, sur les résumés, bref, des 3 chapitres. Alors, le chapitre numéro 1, comme nous avons déjà vu, il commence, donc les premières lignes, disons les 2 premiers paragraphes, ils sont écrits au présent et on a expliqué pourquoi. Parce qu'il réfère au moment de l'écriture. Autrement dit, c'est le temps de Ahmed Sfrewi, ou bien de narrateur adulte. C'est le narrateur adulte qui est maintenant en train d'écrire, de se rappeler l'histoire et de l'écrire. C'est pour cela qu'il a utilisé un présent. C'est le présent du moment de l'écrit. Ça n'a rien à voir avec le temps de toute l'histoire. C'est juste, si vous voulez dire, la préparation de la narration. La préparation de la narration qui est faite par le narrateur adulte. C'est pour cette raison-là qu'on trouve dans les 2 premiers paragraphes, on trouve le présent. Pour ensuite, vous allez remarquer que le narrateur adulte, ou Sfrewi, il va se servir de ce sentiment de la solitude pour déclencher la narration. Donc la solitude, pour lui, comme on a déjà dit, c'est un thème très important, c'est un sentiment qu'il obsède dans tout le roman, et d'ailleurs dans toute sa vie. Il a déjà dit, il a dit, ma solitude ne date pas d'hier, ça veut dire depuis très 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 longtemps. Alors, la narration proprement dite, ou bien l'histoire proprement dite, ça va commencer à partir du 3e paragraphe. Et c'est pour cela qu'on va passer, si vous voulez, à l'imparfait. On a passé de présent à l'imparfait. L'imparfait, c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'enfant de 6 ans, Sidi Mohamed, qui va prendre le micro pour raconter son histoire. Alors, il commence par décrire Dashwafa, l'architecture de Dashwafa. Ensuite, il a parlé des locataires, les gens qui habitent à Dashwafa. Et par la suite, il a passé à la présentation des différents locataires, de ces gens-là qui habitent dans Dashwafa. Par la suite, Sidi Mohamed, il va marquer, si vous voulez, une différence entre lui et les autres amis, et là il justifie pourquoi il n'avait pas d'amis, pourquoi il était seul, et il a expliqué que lui il était un peu différent parce qu'il aimait avoir des connaissances parmi l'invisible. Il était différent parce qu'il ne voulait pas se suffire de tout simplement de ce qui est visible, de ce qui est normal. Il cherche lui à découvrir. Ensuite, il passe à l'expérience du bain mort, le bain mort qu'il considérait comme l'enfer. On en a déjà parlé de cela. Et ça termine, si vous voulez, ce chapitre il termine sur la violente dispute entre sa mère et Rahma. Voilà. C'est clair? J'espère que le tableau est visible, et même la voix, ça vous vient clair. Je passe au chapitre numéro 2. Alors, ça commence directement sur les longues heures que l'enfant passe en MSID. Le MSID qui est considéré comme un espace de violence. On va encore y venir dans le chapitre 3. C'est un espace de violence parce que le faqih était un homme violent, agressif. On va en parler. Ensuite, donc, c'est la visite de la Aïcha qui va remarquer que l'enfant était pâle. Et il va chercher à convaincre sa maman à l'emmener à Sidi Ali Bougalem, le saint de Fès. Donc, tout simplement pour guérir de mauvais œil
croyait que l'enfant était frappé de mauvais œil. L'enfant sera griffé par un chat et il va encore tomber malade. À la maison, il va recourir à sa boîte à merveille qui va lui tenir compagnie. Et là, on voit l'importance de cette boîte à merveille. Chapitre 3, une fois, il revient sur les souffrances vécues en Mside. Alors, les souffrances, il en a beaucoup parlé et il a considéré que le Mside, c'est un lieu de violence où il a expérimenté la violence, les coups de bâton. Et il a beaucoup souffert de l'injustice et les responsabilités de ce qu'il est. Le qu'il il était injuste parce que d'abord il était irresponsable parce qu'il dormait, il ne faisait pas son travail. Au lieu de travailler, au lieu d'apprendre aux enfants à lire le Coran, à apprendre le Coran, il somnolait et une fois qu'il se réveillait, commençait à distribuer des coups de baguette à tort et à travers. Donc c'était une injustice et les enfants détestaient donc le Mside et détestaient le frère. Une fois donc que l'enfant revient chez lui, il va découvrir quelque chose de merveilleux, à savoir la lampe à pétrole qui éclairait la chambre de Fatma Bziouia. Et là, une autre fois, c'est un signe de la technologie qui va envahir la maison de d'Al-Shurafa. La maman, bien sûr, elle était envieuse, elle va demander à son mari de lui acheter elle aussi une lampe à pétrole. Et voilà, on aura 2 lampes à pétrole dans la maison d'Al-Shurafa. Ce chapitre-là, ça va se terminer sur un événement qui va bouleverser toute la maison, peut-être tout le quartier, à savoir la disparition de Zineb. Zineb, il sera disparu, Ahmad va rentrer tout en pleurant, en criant, en hurlant. Et là, il y a, si vous voulez, l'apparition d'un thème très important dans l'œuvre, à savoir la solidarité, parce que on se rappelle tous que la maman de Zineb Rahma et la maman de l'enfant Zubida se sont déjà disputées dans le chapitre 1 et se sont donc échangés des insultes, ils ne se parlaient plus, mais à ce moment-là, lorsque Fatma était dans cet embarras, Lalla Zubida va oublier tout, il va venir à son aide en pleurant avec elle, et c'est elle avec Bziouia qui vont sortir pour aller chercher Zineb. Ils vont la trouver à Dar Qitoun et ils vont la ramener pour remercier Dieu. Fatma, ou bien Ahma, il va organiser un dîner pour les aveugles, et cela, ça rentre un petit peu dans les coutumes des Marocains. Pour remercier Dieu, on organise un dîner pour les pauvres, pour les aveugles. Une autre fois, un dîner auquel tout le monde est venu donner un coup de main. Les voisins, ils étaient là, ils ont participé à l'organisation de ce dîner. Donc voilà, si vous voulez, un bref aperçu sur les 3 chapitres. Bien, alors maintenant, on passe aux questions. Donc j'espère que vous avez répondu à ces questions. Donc, d'abord pour les questions générales, quel est le genre de ce roman? Est-ce que c'est un roman policier, un roman à thèse ou un roman autobiographique? Alors on en a déjà parlé, donc la réponse juste c'est roman autobiographique. Ce roman est écrit, et attention, je souligne, est écrit en 1950, 51 ou 52. 50, 51, 52. Alors, il était écrit en 1952. Et la publication, troisième question, il est publié en 1954. Donc, écrit en 1952, publié en 1954. Question numéro 4. Ahmed Sfraoui est né en 1910, 1915, 1921. Alors la bonne réponse c'est 1915. Comment s'appelle le narrateur
Ahmed Sfriwi, Sidi Mohamed, Driss. Alors le narrateur c'est Sidi Mohamed. La deuxième réponse. Le narrateur c'est un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, la bonne réponse c'est 6 ans. Il avait 6 ans. Quel est le problème du narrateur? La migraine, la fièvre ou la solitude? Et bien sûr, le problème de l'enfant, c'est la solitude. La 8e question, où habite-t-il? À Dar Qitoun, à Dar Idrissim ou à Dar Chouafa? Il habite à Dar Chouafa. Ok? Je passe à la 9e question. Parmi les romans d'Ahmed Sfriwi, on a Voyageurs sans bagages, Le Chapelet d'ombre, Les Misérables. Attention, on va prendre les 2 premiers romans, Voyageurs sans bagages, Le Chapitre d'ombre, Les Misérables. Les Misérables, c'est un roman de Victor Hugo, bien sûr. Donc, le deuxième, Le Chapelet d'ombre, c'est un roman de Ahmed Sfriwi. La 10e question, Ahmed Sfriwi est décédé en 2004, 2005, 2006. Il est décédé en 2004. Le contexte de l'histoire, le contexte, c'est-à-dire l'époque, si vous voulez, où se passe cette histoire, dans l'histoire du Maroc. Est-ce que la marche verte, l'indépendance du pays, l'indépendance, l'istiqlal, pendant l'istiqlal du pays, ou bien pendant la colonisation française, istimar? Alors, est-ce que ça se passe pendant la marche verte, pendant l'indépendance du pays, l'indépendance ou l'istiqlal, ou bien pendant la colonisation française, l'istimar? C'est la 3e réponse qui est juste, pendant la colonisation française. L'événement perturbateur, est-ce que, c'est-à-dire qui a perturbé? On a déjà parlé de cela dans le chapitre 1 et on a dit qu'il y a une situation initiale qui s'étale sur 8 chapitres de 1 jusqu'à 8. Dans le 9e chapitre, il y a la perturbation et après, c'est les péripéties jusqu'à la situation finale. Alors, l'élément perturbateur, ce n'est pas la maladie de l'enfant, ce n'est pas la visite de Sidi Bouvaleb, mais c'est la ruine du père. Le père qui a perdu son capital. 13, nombre de saisons. Les nombres de saisons, 2, 3 ou 4. Nous avons 3, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça commence par l'automne, par l'hiver, le printemps et l'été. 14, le narrateur aime l'invisible, le visible ou le néant. Et bien sûr, il aime l'invisible. C'est la première question. Exactement, voilà. Très bien. Voilà donc pour les questions générales. J'espère que le tableau est clair. Oui, voilà, donc ça devient de temps en temps clair. C'est bon pour les premières questions. Alors, je passe aux questions du chapitre numéro 1. L'enfant de 6 ans veut attraper un moineau, un linou, un chat. Bon, d'accord. Alors, la réponse, l'enfant veut attraper un chat, un linou, un moineau. Donc, c'est dans la première page. Alors, l'enfant veut attraper, la bonne réponse, c'est que l'enfant veut attraper un moineau. La deuxième question, la voyante est adepte de la confrérie de Gnawa, Issawa ou Jilala? La bonne réponse, c'est il est adepte de la confrérie Gnawa.
Question suivante. Le narrateur habitait au premier étage, deuxième étage, troisième étage. Nous avons dit que la maison de Dar Shuwafa est composée de rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Il n'y a pas de troisième étage. Donc il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Et la famille du narrateur, elle occupe le deuxième étage. Lalla Kenza était voyante et guérisseuse, une gafa, sorcière. Alors, on va dire qu'elle était voyante et guérisseuse. Oui. Donc, je vois de bonnes réponses, exactement. Très bien. Je continue. La voyante s'offrait une séance, nous sommes dans la question numéro 19. La voyante s'offrait une séance de musique et de danse une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Bon, la bonne réponse, c'est une fois par mois. Voilà, la bonne réponse, une fois par mois. 20. Le rez-de-chaussée contient une seule pièce, 2 pièces, 3 pièces. Combien? Une seule pièce, 2 pièces, 3 pièces. Attention, vous répondez par voyante, voyante. Oui, dans la question numéro 18, on vous a dit il est voyante et. C'est-à-dire, vous choisissez parmi les 3 autres réponses, une qui est juste. Elle est voyante et guérisseuse, ou bien voyante et ngafa, ou bien voyante et sorcière. Ne répondez pas tout simplement par voyante. Voyante, on vous l'a donné. Mais on vous a dit, elle est voyante et guérisseuse, voyante et ngafa, voyante et sorcière. Donc, vous choisissez, et la bonne réponse, on a dit, c'était voyante et guérisseuse. Alors, le rez-de-chaussée contient 2 pièces, comme vous l'avez dit. Exactement. Ahmed faisait la cuisine dans la chambre des invités, sur la terrasse, sur le palier. Où est-ce qu'il faisait Ahmed la cuisine? Et bien sur le palier. 2. Driss. Alors, écoutez, je remarque une autre fois que vous n'êtes pas nombreux. Hein? Je suis en train de faire donc ce live à 13 personnes. On ne s'est pas mis d'accord sur ceci. J'ai demandé à ce que tout le monde soit présent. Ben, sinon j'arrête. Ou vous soyez tous là présents. Si vous avez autre chose à faire, eh ben, je vous laisse à ce que vous allez à faire. Je termine d'abord ce chapitre. Alors, Driss Al-Awad est le mari de Lalla Zubida, de Fatima Bziwiya, de Rahma. Alors, Driss Al-Awad est le mari de Rahma. 23. Pendant le mois de trêve, la voyante voyageait, consultait d'autres voyantes, s'occupait de sa propre santé. Alors, la bonne réponse, c'est la 3e. Il s'occupait de sa propre santé. Le mois de trêve, c'est-à-dire le mois où il n'y a pas de travail. Et en général, le mois de trêve, c'est le mois de Ramadan. C'est le mois de Ramadan où les chouafas, les voyantes, etc. ne travaillent pas. Alors là, il s'occupe de sa propre santé. 4. La période où il n'y a pas de cliente s'appelle la morte saison, la saison vide, la saison blanche. Et bien c'est la morte saison. C'est-à-dire là où il n'y a pas de travail. 25. Ma mémoire était une cire fraîche. Hein, le narrateur, il en a parlé, il nous a dit que sa mémoire était une cire fraîche. Alors, cette figure de style, est-ce que c'est une périphrase, une métaphore ou une comparaison? Bien sûr, c'est une métaphore. Nous avons ici la métaphore. Une cire fraîche. Ma mémoire, c'est le comparé.
et il a comparé sa mémoire à la cire fraîche. C'est une comparaison sans moyen de comparaison, donc c'est une métaphore. Le narrateur avait un penchant pour le jeu, l'amusement, le rêve. Alors la bonne réponse, c'est le rêve. Le narrateur avait un penchant pour le rêve. La question 27, les autres bambins, ça veut dire les enfants, les gosses. Les autres bambins se contentent, c'est-à-dire ils se suffisent de quoi? Pour eux, quel est le comble de bonheur pour les autres enfants? Est-ce que le néant c'est le vide, l'invisible, ce qu'on ne voit pas, ou bien le visible, ce qu'on voit, hein? L'invisible et le visible, ce sont deux mots antithétiques, hein, contradictoires, hein? L'invisible, ce qu'on ne voit pas, le visible, ce qu'on voit. Alors, pour les enfants d'Umsid, les autres enfants, pour eux, quel est le comble de bonheur? Est-ce que c'est le néant, c'est l'invisible, ou c'est le visible? Alors c'est le visible. Ils se contentent de ce qu'ils voient. Abdullah était coiffeur, et Abdullah c'est un personnage très très célèbre dans l'histoire, hein. On va en parler par la suite, dans le chapitre 4. Il est très célèbre. Alors cet homme-là, ce Abdullah, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Est-ce qu'il est coiffeur? Est-ce qu'il est épicier? Est-ce qu'il est babouchier? Babouchier qui construit des babouches, qui confectionne des babouches, blari, hein? Donc qui sont le blari. Coiffeur, épicier, babouchier, donc la bonne réponse c'est épicier. D'ailleurs on l'appelle Abdullah l'épicier. C'est bon? 29. Le narrateur adulte considère ce roman comme... Alors le narrateur adulte, là, on parle, si vous voulez, de l'écrivain, pas de Sidi Mohamed. Parce que, comme on a dit dans le roman, il y a deux narrateurs. Le premier, c'est le narrateur adulte qui prend de temps en temps la parole. De temps en temps, il prend la parole pour faire des commentaires, pour ajouter des précisions, et il se retire. Mais quel est celui qui raconte toute l'histoire? C'est l'enfant, c'est Sidi Mohamed. Alors ici, on parle de narrateur adulte, considère ce roman comme une cire fraîche, comme un livre complet, comme un album. Quelle est la bonne réponse? Qui peut me donner la bonne réponse? Comment le narrateur adulte, comment il considère ce roman? Il l'a dit d'ailleurs dans le chapitre 1. Pour justifier l'histoire qu'il va raconter, pour justifier comment il continue encore à se rappeler les événements. Sheima, très bien, bonne réponse. Un album, exactement. Abdelrahman Aïtbihi, exactement, un album, très bien. Donc, il le considère comme un album. Bravo. Hein? Oui, 30. L'Umsid était à la porte des Onct Jama, d'Al-Bnouala, au Riyad Jiha. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? Où se trouve l'Umsid? Oui. La question 30. C'est un détail, mais quand même il faut le savoir. Alors il se trouve à Derb Nouala. Le site se trouve à Derb Nouala. Question numéro 31. Pour emmener l'enfant au bain mort, la mère lui promet une orange et un œuf dur, une pomme et un œuf dur, ou bien une orange et une pomme. Oui, Derb Nouala, exactement, tout à fait. Oui, alors qu'est-ce qu'il lui promet? En l'emmenant au bain mort, il lui promet la première réponse, une orange et un œuf dur. Oui, Hamza, une orange et un œuf d'or. Oui, Hasna, orange et œuf d'or. Abdelrahman, très bien. Exactement, voilà.
Très bien. Question suivante. 32. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Est un énoncé ancré ou coupé? Je crois n'avoir jamais mis. Alors là, c'est une question qui porte sur l'énonciation. Sur l'énonciation, et puisqu'on n'a pas encore fait cette leçon de l'énonciation, c'est une leçon de langue. Hein. Je rappelle que dans la langue, parce que plusieurs d'entre vous qui me posent toujours la même question, qu'est-ce que nous avons comme leçon de langue? Alors je rappelle que les leçons de langue que vous avez dans votre programme, c'est les figures du style, les champs lexicaux, la focalisation, la modalisation, l'énonciation, le discours rapporté, les champs lexicaux, les registres de langue et les registres littéraires. On va dire, il y en a 9. Hein? Donc rappelez-vous bien. Voilà les leçons de langue que vous avez. Alors là, c'est une question qui porte sur l'énonciation. Ça porte sur l'énonciation. C'est bon? Alors, est-ce qu'il est ancré ou coupé de la situation? C'est-à-dire, est-ce que c'est une évolution de la situation de l'énonciation? La situation de l'énonciation, c'est là. C'est le moment où Ahmed Sfraoui est en train d'écrire. Alors, cette phrase, est-ce qu'elle est ancrée, est-ce qu'elle est située dans cette situation de l'écriture, ou bien elle est coupée de cette situation? Si elle est ancrée dans cette situation, on va dire qu'il appartient au discours, parce qu'il est prononcé par le narrateur adulte, c'est le discours. Si elle est coupée, il va appartenir au récit. Donc on a le discours et on a le récit qui est l'histoire. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Ça, on va dire que c'est une situation ou bien un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. يعني داخل إطار la situation de l'énonciation, le moment de l'écriture. الوقت فاش كان كيكتب القصة ملي كان كيكتب. Alors pour bien expliquer ça, je vais le dire en arabe. On a deux moments. On a le moment de l'écriture. On a الوقت ديال كتابة القصة. ملي كان أحمد الصفريوي, rappelons-le, أحمد الصفريوي غادي يكتب هذا le roman en 1952. وحنا قلنا بأنه il est né en 1915. D'accord? من 1915 حتى 1952 شحال هذيك 37 ans. يعني هنا عنده 37 ans. ملي كتب لنا هذا الرومان il avait 37 ans. Alors à l'âge de 37 ans ملي كان كيكتب هذاك le moment فاش كان كيكتب وتيقول لنا au début du roman il dit je vois au fond de cette impasse un enfant qui a 6 ans etc. ملي كان كيقول لنا هذاك راه le moment de l'écriture. الوقت الزمان فاش كان كيكتب القصه هذاك le moment de l'écriture هذاك الزمان هو اللي كنسموه le moment de l'énonciation. زمان ديال كتابه القصه. Alors وكيتسمى دونك le discours الخطاب لانه ديريكت فيه l'énonciateur اللي هو اللي كيكتب اللي كيقول وفيه le moment de l'énonciation وقت الكتابه. L'histoire, ملي كتبدا في التروازيام باراغراف كندوزو l'imparfait. Nous sommes au troisième paragraphe. On a ici le début de l'imparfait. Là كندوزو لزمان القصه. هذه القصه qui sera racontée par l'enfant, par Sidi Mohamed. هذيك القصه ça s'appelle le récit. Le récit. Alors tout ce qui est raconté par Sidi Mohamed, c'est le récit. Tout ce qui est raconté par le narrateur adulte, مرة كيدير دي كومونتير تعليقات كيتدخل. حنا غادي نشوفوه باغ اكزومبل في لو سوق دي بيجوتيي ملي غادي يدير واحد الكومونتير على هذوك لي بوفر كي فيان بور فوندر لور بيجو ايتترا. داك راه سا سرا احمد الصفراوي et ça sera le moment de l'énonciateur. مرة كيرجع للزمن ديالو c'est-à-dire 1937. احنا عرفنا وقلنا بانه راه القصه كدوز في 1921. هو تولد في 1915 والانفون il a 6 ans donc 1921. المغرب في 1921.
Donc ici, il est ancré dans la situation d'énonciation. La bonne réponse, on va dire que l'énoncé est ancré dans la situation de l'énonciation. غادي يمكن نرجعوا لهذا الشيء en détail ملي غادي نكونوا في هذيك la leçon de l'énonciation. Question numéro 33. Le sentiment que le narrateur éprouve à l'égard du bain mort est le bonheur, la colère ou le malaise. Quel était son sentiment? شكون الإحساس ديالو envers le bain mort ou le hammam? Quel était son sentiment envers le bain mort? Est-ce le bonheur? Est-ce la colère? Ou le malaise? Ben c'est le malaise. Parce qu'il le détestait. Il détestait le bain mort et il va le détester pendant toute sa vie. Alors, la question 32. 34. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes. Je me demandais. Attention à la formulation de cette question. Je me demandais à Tasa'al. Je me demandais à Tasa'al. Ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes. Alors la question, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une interrogation directe ou indirecte? Bien sûr, l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. L'interrogation directe, c'est qu'on fait un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu révises? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Point d'interrogation. C'est une question directe. سؤال مباشر. ملي كنحوروه أتساءل ماذا نفعل؟ Je me demande qu'est-ce que nous faisons. غادي ما بقاتش direct ولات indirect. Donc ici la question c'est une question ou bien c'est une interrogation indirecte. وهذا الشيء علاش ما عندناش فيها le point d'interrogation. بمعنى أن l'interrogation indirecte ما كتكونش فيها le point d'interrogation. 35. Devant moi, il y avait un peigne, un gobelet de cuir, de caisse, 10 oranges. Alors attention, cette figure du style, est-ce que c'est une gradation, une énumération ou euphémisme? On a déjà donné une leçon elle a les figures de l'analogie. Je fais la comparaison, je fais la métaphore, je fais la personnification et l'allégorie. Par contre, les autres figures, une leçon très prochainement. باش نشوفوا هادو en détail. Alors هنا اشنو عندنا؟ شكون اللي غادي يعطيني la bonne réponse؟ شكون غادي يعطينا la bonne réponse؟ Est-ce que c'est une gradation, énumération ou euphémisme? Un peigne, un gobelet de cuivre, 10 oranges. Oui. Mais vite, vite, très vite, dépêchez-vous. Alors, oui, je reçois donc Abdelrahman, énumération, Hakima, énumération, Zineb, énumération, Mehdi, Hamidouche, énumération, énumération aussi Ben Salah, Shaima, énumération, Hassan Benadi, énumération, Oussama Sadiki regarde, il ne donne pas de réponse mais il regarde. Qu'est-ce que tu en penses, Oussama? C'est une énumération? C'est quoi? Il faut donner réponse. Oui, bah, très bien. C'est une énumération. Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Pourquoi vous avez dit une énumération, par exemple, et non pas une gradation? Qu'est-ce que vous permet de dire que c'est une énumération? Ben, ça, donc on va y revenir hein, pour ne pas perdre de temps. Oui, c'est une énumération à l'âge parce que nous avons 3 objets de différents champs lexicaux. Hein. Ils sont sur le même plan, mais ils sont de champs lexicaux différents. Donc c'est exact, c'est une énumération. Très bien. 36e question. Ma mère m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée. كتخوي عليه وسط السخون وسط البارد. Ça m'asperger. Asperger ou torchon. Il m'aspergea d'eau bouillante
et d'eau glacée. Ou bien la réponse, بحال des questions que vous pouvez avoir le jour de l'examen. Mais l'extrait, غادي ياخذوا واحد la question, واحد la phrase اللي فيها une figure du style بحال هذه وغادي يقول لكم الو عطونا اشنو اما يقول لكم قولوا نتوما quelle figure du style ولا يعطيكم 3 réponses و à vous de la bonne. Alors هنا اش عندنا antiphrase oxymore ولا antithèse؟ اشنو عطيتوني؟ quelle est votre réponse؟ Zineb, antithèse, Abdrahman, antithèse, Sna, antithèse. Comment tu veux la phrase? La phrase est devant toi, c'est la phrase numéro. C'est la phrase numéro 36. Phrase numéro 36. Antithèse, antithèse. Très bien, voilà. C'est une antithèse. Pourquoi? Elle a eau bouillante et eau glacée. Attention, l'antithèse pour ne pas la confondre avec l'oxymore. Nous allons voir les détails, nous allons la leçon sur les figures d'opposition. Donc ici c'est une antithèse, très bien. Elle a eau bouillante et séparée et eau glacée. Masroun, mabard. On a l'antithèse, l'association de deux mots de sens opposé, le compte bad, sens opposé. Très bien. Bien. الفتى المتواضع يتبع معنا دابا راه ما تيبان والو هذا الشيء شفناه اللي في السبوره دابا جاوب معنا على لي كيسيون اللي طرحنا داكوغ. Alors question numéro 37, la mère ne voulait pas s'embarrasser de son enfant car il était méchant, turbulent, empoté. Hein, pourquoi? Pour elle, parce qu'il était turbulent. Bon, elle croyait qu'il était turbulent. 38, la boîte à merveille. Porter secours au narrateur aux heures du chagrin, lui permettait de dormir, lui permettait de revenir au visible. Et n'a jamais rire 1 ou 2, 3. Mais toute la phrase. Quelle est la bonne réponse? 1, 2, 3. Porter secours au narrateur aux heures du chagrin. يعني كتساعدوا في الوقت فاش يكون في des moments difficiles, du chagrin, de tristesse, ou bien il lui permet de dormir, ou il lui permet de revenir au visible. H1 ou 2, 3. Quelle sera la bonne réponse? Iman me dit 2, la réponse 2. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vite, vite, vite. Quelle réponse vous me donnez? Allez, on doit avancer. La bonne réponse, c'est 1. C'est 1. C'est 1. Donc, il lui porte secours au narrateur aux heures du chagrin. Donc, c'est la réponse numéro 1. 40. Je passe à la question numéro 40. La mère est décrite comme bavarde, silencieuse, pieuse. Quelle était votre réponse? 1, 2, 3. Quelle était votre réponse? 1, 2, 3. Bavarde, silencieuse, pieuse. Allez.
Shaima bavarde. Oui. Vous mettez juste un ou deux. Hein. Un ou deux, trois. Oui, Hassan, il nous rappelle que nous avons sauté la question numéro 39. On va y revenir. On va revenir à la question 39. Alors, la maman est décrite comme bavarde. Comme bavarde. La bonne réponse, c'est bavarde. Je reviens à la question numéro 39. Le lendemain du bain, la mère pleurait durant toute la journée, tombait malade, racontait la séance à toutes les voisines. 3 réponses. Quelle est la bonne réponse? 1, 2, 3. Pour 39, la bonne réponse, c'est pleurer durant toute la journée, tomber malade, raconter la séance à toutes les voisines. La bonne réponse. Il ne faut pas jouer au dé, au hasard. Compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. Nous sommes dans la question 39. Question 39. Shaima. Oui. Raconter la séance à toutes les voisines. Oui. Soyez rapide comme Shaima. Oui, Hasna. Raconter la séance à toutes les voisines. Iman, il a dit 3. 3. Ben oui, c'est la réponse numéro 3. La réponse numéro 3. Il racontait la séance à toutes les voisines. Je passe à la question numéro 41. Le bain mort, selon le narrateur, est un lieu de potin, un lieu reposant, un lieu de médisance. Comment il a considéré le bain mort, le hammam? C'est la réponse 1 ou 2 ou 3, une autre fois. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? Alors j'attends que vous me donniez cette réponse. Oui. Alors d'abord, ce n'est pas un lieu reposant, parce qu'on ne s'y repose pas. Et d'ailleurs, Sidi Mohamed, il le déteste, donc il ne s'y repose pas. Donc ce n'est pas un lieu de repos. Oui. C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il reste? Alors, on a les deux. C'est un lieu de médisance et un lieu de potin. Alors, potin de bavardage. Là où on ne cesse de bavarder. Et c'est ça, potin. Et pour médisance, c'est un lieu de diffamation, où on raconte de mauvaises choses sur les autres, etc. Donc on va prendre la première réponse, c'est un lieu de potin. C'est un lieu de potin. C'est un lieu où on vient pour bavarder. C'est pour cela qu'on ne cesse donc d'entendre des cris, des hurlements dans les bains morts. Alors, la question numéro 42, Lala Zubida s'est disputée avec Rahma à cause de la disparition du zinab, de la lessive, du bruit fait par Sidi Mohamed. Pourquoi il s'est disputé? On l'a vu donc ici, à la fin du chapitre, donc la dispute
c'était dû à quoi cette dispute? Bon, ils se sont disputés à cause de la lessive. La deuxième réponse, exactement. Bravo Zineb. Hein, la deuxième réponse. 43e question. Le jour de la dispute, est-ce que c'était le dimanche, le lundi ou le mardi? Hein, le jour de la dispute, c'était un lundi. Et c'était le tour de la Lazulida. 44, le narrateur et sa famille étaient d'origine fassie, montagnarde, citadine. Quelle était l'origine de la famille de Sidi Mohammed? Origine, il l'a dit d'ailleurs, d'origine montagnarde. Donc c'est la deuxième réponse. 45, Driss Aouad était jardinier, fabricant de charrues ou bien tisserand. 1 ou 2 ou 3. Ouais. Ouais. Alors, 45, nous sommes dans la 45e question. Driss Aouad, il était un jardinier, un fabricant de charrues ou un tisserand. Vous mettez 1 ou 2, 3, sans écrire toute la réponse. Répondez juste par 1, 2, 3. Oui, alors nous devons avancer. Donc, il était fabricant de charrues. C'est la deuxième réponse. La bonne réponse est la deuxième. Il était un fabricant de charrues. Et la dernière question, dans le chapitre numéro 1, le bruit devint une tempête, un tremblement de terre, l'écroulement du monde. Tempête, asifa. Tremblement de terre, zilzal. L'écroulement du monde, ou la destruction du monde. Alors, c'est une figure du style. Au Galolina, la figure du style. Moi, juge, et juge. Est-ce que c'est une gradation et hyperbole, ou bien antiphrase et périphrase, ou bien euphémisme et hyperbole? Alors, tenez la bonne réponse. Il est important, je vais vous laisser donner la réponse, la bonne réponse. Vous allez écrire tout simplement 1 ou 2, 3. Ne répondez pas avec toute la phrase. Juste, est-ce que c'est la réponse numéro 1 ou 2 ou 3? Oui, alors j'ai déjà des réponses. Abdelrahman, qu'est-ce que tu en penses, Abdelrahman? Deux, il y en a deux, Fadwa. Fadwa, deux. Il faut choisir deux, gradation et hyperbole. On dit phrase et hyperbole. Oui, donc, puisque avec la gradation, il va aller avec l'hyperbole. Il faut les mentionner toutes les deux. Très bien. Bravo. Bravo. Donc, vous avez... Oui, vous avez donné la bonne réponse. Donc, le bruit devint une tempête. Asifa. Un tremblement de terre. La asifa, le tremblement. L'écroulement, la destruction du monde. Donc, il y a une gradation. Ça monte. Il y a la gradation. Tempête, plus grand encore, le tremblement de terre, plus grand encore, l'écroulement, la destruction du monde. C'est une gradation. Fini à l'hyperbole. Le bruit, un bruit. Est-ce que le bruit peut devenir une tempête, un tremblement, une destruction du monde? On a l'exagération.
l'hyperbole. Donc on a une gradation et une hyperbole. Très bien. Voilà donc pour le premier chapitre. Ça va? J'espère que nous avons pu contourner donc la compréhension de ce chapitre. Voilà, ce chapitre maintenant, ça doit être mémorisé avec les différentes étapes de la narration. Ces réponses-là, ça doit être mémorisé. Bon, on va continuer avec chapitre 2, mais nous allons accélérer cette fois-ci, hein, sinon on va rester ici jusqu'au soir. On va accélérer. Alors, question numéro 47. Le mardi est un jour. Alors, nous sommes là. Hein. Nous sommes là dans le 12e chapitre. Le mardi est un jour heureux, ordinaire ou néfaste? La bonne réponse, c'est néfaste. C'est un jour néfaste. Et on a expliqué pourquoi c'est un jour néfaste. Déjà, donc l'enfant il est confronté à la récitation, parce que le mardi en général c'est le jour de la récitation et tous les enfants doivent réciter devant le ce qu'ils ont appris pendant la semaine, et ceux qui ne récitent pas bien, ils seront punis impitoyablement. Donc c'est un jour néfaste, c'est un jour nuisible pour eux, qui leur fait peur. Exactement, c'est le jour de récitation. Très bien, donc néfaste. 48, mais attention, pour les réponses, il ne faut pas dire jour de récitation. Répondez, choisissez une de ces réponses. Heureux, ordinaire, néfaste. Donc néfaste. Vous prenez troisième réponse. 48, le narrateur enfant n'aimait pas le mardi car c'était le jour de récitation, le jour de lessive, le jour de repos. 48e question. Oui, la réponse c'est le jour de récitation. C'est pour cela qu'il ne l'aimait pas. 49. Je vais accélérer un peu. Lala Zoubida souffrait d'une migraine, il avait mal au dos, il avait de la fièvre. Donc la bonne réponse c'est 1. Il souffrait d'une migraine. 50. La bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. On a une figure du style. Est-ce que c'est une métaphore, hyperbole, personnification? Un arscom jambonné, les figures du style. 1, 2, 3. Mais faites vite, s'il vous plaît, faites vite. La bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. Le brasero, هنا هو المجمر. ولا bouilloire هو المقراج. المقراج محطوط فوق المجمر. Il commence sa chanson. شنو هي la chanson? في la fin هذاك المقراج lorsque l'eau commence à bouillir كيبدا تخرج هذيك la vapeur. وهذيك la vapeur كتدير واحد الصوت. فهمتوا دابا ليماج؟ ملي كيغلى تبدا تخرج لا فابور من الفم ديالو كيدير واحد الصوت. هذاك الصوت lui il l'a considéré comme une chanson. Alors est-ce que c'est une métaphore, hyperbole ou personnification? Achardatouni Abdelrahman il m'a dit personnification, Sheima il a dit personnification, Hakima personnification. Et ben non, c'est pas l'hyperbole, c'est la personnification. Très bien, c'est une personnification. علاش؟ لأنه on ne peut pas dire que le bouilloire, le mqraj, تيغني là, c'est une caractéristique de l'homme, de la personne. Donc on a personnifié le bouilloire. 51, la question numéro 51. Lala Aïcha est une voyante, une ancienne voisine, une amie de rencontre passagère. Maintenant, les trois. C'est une voyante, une ancienne voisine de la Zoubida, ou bien une amie de rencontre. La bonne réponse, c'est pourquoi c'est une personnification? La personnification, ça vient de personnifier, rendre personne. On l'a personnifié. إنسانة. هادشي راه شرحناه في هذيك الدرس، خصكم ترجعوا عاوتاني للدروس باش ما نبقاوش نتعاودوا. رجعوا للدروس اللي شفنا. Personnifier, ça veut dire rendre comme une personne. واش المقراج تيغني. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit qu'on a personnifié le bouilloire. Donc Lala Aïcha, c'est une ancienne voisine. Exactement. La bonne réponse c'est une ancienne voisine. 2. Lala Aïcha remarqua la pâleur du visage du narrateur, son bonheur, sa gentillesse. Qu'est-ce qu'il a remarqué, Lala Aïcha, lorsqu'il a vu l'enfant? Il a remarqué
que l'enfant était pâle. Donc il a remarqué que l'enfant était pâle et bien sûr il va proposer à Lala Zoubida de l'emmener à Sidi Ali Boughadab parce qu'il croyait que c'est le mauvais œil, l'Ain. Le roman, La boîte à merveille, c'est un roman qui est ancré dans les traditions, les coutumes des Marocains. Il s'inspire, qui ياخذ les bases ديالو من الثقافه من الحضاره ديال le peuple marocain. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes dans ce roman. Et là, on parle du mauvais œil. Donc, la bonne réponse, 52, la bonne réponse, c'est la pâleur du visage. 53. Lala Zoubida pense que son enfant est malade à cause de jeu excessif, des yeux des envieux, de sa solitude. La bonne réponse, c'est 2. L'ain, les yeux des envieux. Les envieux, au moins, donc, les yeux des envieux, c'est la bonne réponse. 2. 54. Lala Aïcha conseille à Lala Zoubida de consulter Sidi Arafi, d'aller à Sidi Ahmed, de visiter Sidi Ali Boughadab. La bonne réponse, c'est la 3e. Il lui proposa d'aller visiter Sidi Ali Boughadab. 55. La djellaba que le narrateur portait chaque jour était blanche, grise ou verte. La bonne réponse, c'est blanche. 56. Lala Aïcha était plus large que haute, aussi large que haute. Plus large que haute, ou bien aussi large que haute. Un détail. C'est un détail que vous pouvez trouver dans une question, si on vous donne une question sur ce passage-là. Oui, donc c'est la 2e réponse qui est juste. 57. Le sentiment que le narrateur éprouvait envers la Aïcha est la haine, le respect, le dégoût. Mais chez la haine, il ne la détestait pas. C'est même pas le dégoût, mais quand même un certain, si vous voulez, un certain respect envers cette femme-là. Lala Aïcha, 58. Lala Aïcha était sorcière, shrifa ou voyante. Lala Aïcha, il était sorcière, shrifa ou voyante. La bonne réponse, c'est 2. Il était shrifa. Il n'était pas sorcière, il n'était pas voyante, mais il était shrifa. 59. Une autre figure du style. Alors, 59, avant de voir surgir de la foule les 2 haïks immaculés, est-ce que c'est une personnification, une synecdoque ou une métaphore? Une personnification, une synecdoque ou une métaphore? Oui. Les 2 haïks immaculés. Alors la bonne réponse, oui. Alors vous allez me donner bien sûr comme Iman Al-Ghali, comme Zineb, comme Shayma, oui, Aitbihi. Vous allez me donner synecdoque, c'est normal parce qu'il n'y a pas la bonne réponse, parce que normalement la bonne réponse c'est la métonymie. Voilà, attention, il y a les gens qui confondent la synecdoque avec la métonymie. Comme la différence entre la métonymie ou la synecdoque. Qui la même figure. Alors, il y a une distinction entre la synecdoque ou la métonymie. Et les deux haïks représentent les 2 femmes. Mais chez la partie, le haïk, c'est une partie des deux femmes, mais si vous voulez, c'est un vêtement qui représente les femmes qui le mettent. Donc là, la bonne réponse, c'est une métonymie. Une métonymie. On va dire que c'est une synecdoque.
ولكن في لي ديتاي عقلوا على هاد لا فراز غادي نرجعوا عليها ملي نكونوا كنهضروا على لي فيغور دو سوبستيتيسيون. هادو كنسموهم لي فيغور دو سوبستيتيسيون. ملي غادي نكونوا في هاد لا لوسون رابلي موا هاد لا فراز وغادي نديتايو فيها. سي بلي ما تكتبوش لينا بالعربيه الفرنسيه بالعربيه، هذوك كتبوا اون فرونسي. حنا دابا في لوسون دو فرونسي هاد الشرابيه ما تنفهموهاش. داكشي كي كتكتبوا نتوما بلي ميساج ديالكم نو كتبوا اون فرونسي. D'ailleurs, voilà, la production écrite, ça demande donc de rédiger en français. Alors, la question suivante, 60, c'est dire les aimer tous les êtres et affectionner en particulier les chats, les chiens, les oiseaux. Il aimait, c'est dire il aimait tout le monde, mais surtout, il aimait les chats, les chiens et les oiseaux. Quelle est la bonne réponse اللي غادي نختاروا هنا؟ غادي نختاروا لي شا. علاش؟ لانه هذاك الضريح ديالو الموزولي كان عامر il était plein de chats. D'accord? Les chats, exactement. Très bien. La mère a donné à la المقدمه ديال الضريح. Donc c'est la responsable. Lui a donné une pièce d'un franc, 2 pièces d'un franc, 3 pièces d'un franc. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Combien il a donné la maman à la muqaddima? Oui, alors هنا هذا الديتاي انا نيت راه خصني نرجع نعاود نشوف. Ça m'échappe, je vais voir sur le roman. Est-ce qu'il lui a donné une pièce d'un franc ou 2 pièces? Oh, là, là, j'ai un mail, je me rappelle le grand écrit ça. Les mains frappées, et j'aimerais un Lily. C'est le plus agréable de me dire un compliment sur le plaisir, je ne sais pas. N'est-ce pas un signe de bonté? Ça va être là-haut. Voilà, donc alors il donna 2 pièces d'un franc. Il lui offrit 2 pièces d'un franc. C'est donc la deuxième réponse. C'est la deuxième réponse, oui, 2 pièces. Bravo Hassan, 2 pièces d'un franc. Alors, 62, à la fin de la visite, l'enfant a été greffé par un chat, il s'est évanoui, il est tombé malade. Donc, à la fin de la visite, il était griffé, l'enfant était griffé par un chat. 63, après s'être réveillé, le narrateur a entendu 2 moineaux, 2 chats, 2 chiens. Alors, il était griffé par un chat et il sera bien sûr évanoui, comme on a vu là. S'être réveillé, le narrateur a entendu 2 moineaux, 2 chats, 2 chiens. Alors la bonne réponse c'est oui, les 2 moineaux, exactement. 64, Zeynep pleurait car Sidi Mohamed l'a frappé au nez. Sonore, sa mère a refusé de l'emmener au baptême. Quelle est donc la bonne réponse? Pourquoi Zeynep pleurait? Oui. La bonne réponse, c'est sa maman l'a gratifié d'une gifle sonore. C'est la deuxième réponse. La deuxième réponse.
65, les voisins de Dar Chouafa. Alors, les voisins de Dar Chouafa, nous continuons, habitaient ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Quelle est la bonne réponse? Alors là aussi, c'est une question de détail qu'on doit chercher. Ils habitaient à Dar Chouafa depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, alors avec vous, je cherche la réponse aussi. Toujours dans le roman, on doit revenir au roman, bien sûr. Oui, donc c'est depuis 1 an. Depuis 1 an. Voilà. D'accord. Alors, je passe à la question suivante. La question 66. Le narrateur a considéré les salutations matinales des voisines comme une prière, une chanson, un bonnement. Pour lui, comment est considéré les salutations, parce qu'il se saluait le matin, il échangeait des salutations. Donc pour lui, c'était comme une chanson, il est considéré comme une chanson, ça se répète chaque jour. Voilà. Donc Fatma, pourquoi tu t'es dérangé? Ensuite, tu ne peux pas me faire un tel affront, Dieu te comblera, etc. Donc c'était pour lui comme une chanson qui est échangée. Très bien, Zineb. La question 67, le jeudi était ordinairement jour de congé, de récitation, de lessive. C'était un jour de congé. Voilà, le jeudi. Fatima Bzouya offrait, ou bien a offert à Sidi Mohamed 2 beignets, 3 beignets, 4 beignets, 2 beignets. La première réponse. Driss le Teigneux vint pour demander la charité, chercher Ma'alem Abslam, faire le marché. Il vient, Driss le Teigneux. C'est un apprenti qui travaille avec Ma'alem Abslam. Il vient pour faire le marché, pour faire les courses. Donc, c'est un apprenti de Ma'alem Abslam qui quitte la famille donc, pour faire les courses. 70, Driss le Teigneux et l'associé de Ma'alem Abslam, son apprenti, son concurrent, c'est la deuxième, c'est son apprenti, il travaille chez Ma'alem Abslam. Driss le Teigneux, il travaille chez Ma'alem Abslam. Ma'alem Abslam, alors 71, Ma'alem Abslam était un tisserand, un babouchier, un jardinier. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Alors, il était un tisserand. Qui صوب الجلال يصوب الحاي qui صوب il fait des tissus, il confectionne des tissus, donc c'est un tisserand. بالعربيه كنقولوا حنا دراز كيدير المهنه ديال الدرازه دراز tisserand, ça vient de tissu. 71, le narrateur et ses parents pouvaient manger de la viande 2 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine. Et là, c'est une indication sur la situation sociale de cette famille. Donc, il nous en a parlé et il disait donc qu'il pouvait manger 2 à 3 fois la viande par semaine. Donc, c'était une famille plus ou moins aisée. Ils n'étaient pas des bourgeois, mais ils n'étaient pas aussi des pauvres, mais ils étaient plus ou moins aisés. 73, Fatma Bzouya a donné à Sidi Mohamed un oignon, un navet, un radis. Fatma Bzouya, qu'est-ce qu'elle a donné à Sidi Mohamed? Nous sommes dans le chapitre numéro 2.
Oui, alors tu peux me donner cette réponse. Qu'est-ce qu'il a donné à Sidi Mohamed, Fatma Bziouia? N'oublions pas que Fatma Bziouia, elle est la voisine de la famille du narrateur. Les deux, ils occupent le deuxième étage. Alors, qu'est-ce qu'il lui a offert? Un radis. Exactement, très bien. C'est un bravo. 74, Rahma a donné au narrateur un bouton décoré, un cabochon, un cadenas. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Oui, très bien. Alors, et Rahma, et n'oublions pas que Rahma, il s'est déjà disputé avec la maman du narrateur. Mais quand même, les relations entre elle et les enfants, ils restent donc intouchables. Hein. C'est-à-dire, on ne change pas de comportement envers les enfants. C'est vrai qu'on ne s'entend pas en tant qu'adulte, mais l'amour envers les enfants, ça reste toujours le même. Très bien, donc il va offrir un cabochon, hein, un objet en verre qu'il va donner à l'enfant, et l'enfant il va le mettre parmi ses merveilles dans la boîte. 75, la mère a considéré l'objet offert par Rahma comme un simple bout de verre, un objet fabuleux, un ami véritable. On parle de la maman. La maman, comment elle considère l'objet? La mère a considéré l'objet offert par Rahma comme un simple bout de verre, un objet, bien sûr, la première réponse, un simple bout de verre. N'oubliez pas qu'ils sont encore en rancune, les deux, et qu'en réalité, l'objet n'était qu'un simple bout de verre. Mais pour l'enfant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Très bien. Nous passons au troisième chapitre, très vite, une autre fois. Bravo, bon, très bien. Alors, j'ai de bonnes réponses. Bravo, bravo. Bravo Aïssa, Zineb, Sheima, Khadija, Abdelrahman. Très bien, voilà, de très bonnes réponses. Bravo. Alors, je passe à la question numéro 76, chapitre 3. Nous sommes maintenant là, dans le chapitre numéro 3. Le maître était très actif, était très heureux, il somnolait. La bonne réponse, 1 ou 2, 3. Juste écrivez 1, 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il faisait, le maître? 1, 2, 3. Alors, il était actif, c'est-à-dire, bon, il était là, il travaillait, il bougeait, etc. Il était heureux, il était content, somnolait, il dormait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait en réalité? Le frère. Alors, Zineb a répondu somnolait, Khadija a répondu somnolait. Les autres? Iman a répondu heureux. Khadija, oui, somnolait. Hassan, somnolait. Ouais. Eh bien, il somnolait, il dormait. On l'a dit ici, c'est pour cela qu'on a dit qu'il était irresponsable. Hein. Au lieu de faire son travail comme il faut, il dormait, il somnolait. Avant de quitter le MSID, les élèves doivent réciter 3 versets pour chacun, réciter la première sourate, faire les ablutions. Les ablutions, ça veut dire l'odo, moi les ablutions. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les élèves, avant de quitter le MSID? Est-ce qu'ils récitaient 3 versets pour chacun? Chacun d'entre eux récite 3 versets, ou bien tous ils récitent la première sourate, les Al-Fatiha, ou bien ils font les ablutions. Alors la bonne réponse c'est de réciter la première sourate, Fatiha. Avant de sortir, ils doivent réciter la première sourate. 78, le vendredi, les élèves doivent réciter quelques vers. قبل ما يخرجوا كاينه واحد المنظومه ديال الشعر تيخصهم يقراوها تيحفظوها شاك فوندغودي تيخصهم يقولوها قبل ما يخرجوا. شنو هي هذيك
le Mandouma, est-ce qu'il s'appelle l'imam Ali, Abu Ashir, ou bien Ibn Ashir? Hein? Ben, la bonne réponse, c'est la troisième, Ibn Ashir. Hein? Le Mandouma dit Ibn Ashir. يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا بسم الإله القادر وهكذا. Donc, في الفقه المالكي. Ce qui veut dire que le Msid, autrefois, il préparait l'apprentissage du Coran, beaucoup de choses. 79, Fatima Bziouia a acheté une lampe à pétrole, un cierge, plusieurs bougies. Bien sûr, la bonne réponse, c'est 1. Il a acheté une lampe à pétrole. 80. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. C'est une métaphore, une personnification, une comparaison. Alors allez-y, vous me donnez la réponse pour celle-ci. La réponse à la question 80. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Est-ce que c'est une métaphore, une personnification, une comparaison? Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Une métaphore, une comparaison, une personnification. Alors, Sheima, comparaison, Khadija, comparaison, Iman, comparaison, Hasna, oui, Abdelrahman, une lampe. Donc, oui, répondez d'abord maintenant à la figure. Quelle figure là? Abdelrahman, comparaison. Hasna, comparaison. Oui. Voilà, très bien. Avec identique à, Hasna, identique à, donc ça nous donne une comparaison exactement. Le moyen de comparaison, c'est identique. Identique, ça veut dire semblable, ressemble. Hein? Ah, machi verbe identique. Là, machi, c'est pas un verbe, Hassan. C'est pas un verbe, hein, ça c'est un nom, comme ça. C'est en locution comme ça. Identique à. Donc c'est une comparaison. C'est une comparaison avec le moyen de comparaison identique à. Oui, alors 81, Ahmad pleurait car son mari est décédé, ça veut dire il est mort, parce que Zineb a disparu, parce que la Zoubida l'a insulté. Hein, nous sommes ici. Pourquoi Ahmad pleurait? Eh bien parce que Zineb a disparu, parce qu'il a perdu sa fille. 82, Rahma est sorti pour aller assister à un mariage, un bal, un baptême. Un mariage, un bal, un baptême ou et donc, la bonne réponse, c'est un baptême. C'est le troisième. Il est sorti pour aller assister à un baptême. 83, Sidi Mohamed pleurait car Zineb a disparu, il était malade, il avait faim. Pourquoi il pleurait? Attendez, il y a de la réponse. Pourquoi Sidi Mohamed pleurait? 1, 2 ou 3? Attends juste les chiffres. 1 ou 2 ou 3. Écrivez 1 ou bien 2 ou bien 3. Pourquoi il pleurait? Oui, pourquoi il pleurait?
Abdelrahman avait faim. Hasna avait faim. Il avait faim. Oui. Les autres? Ben, c'est là la bonne réponse, parce qu'il avait faim. Il pleurait parce qu'il avait faim. 84. Qui a trouvé Zineb? Fatma Bziouia, Lala Zoubida. Fatma Bziouia et Lala Zoubida. Qui a trouvé Zineb? Qui est allé chercher Zineb? On l'a dit ici. Et qui l'a trouvé? Ben, la bonne réponse, c'est la troisième. C'est Fatma Bziouia et Lala Zoubida. Les deux qui ont allé la chercher et ils l'ont trouvée. Alors, 85, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Zineb, il était trouvé où? À Dar Kitoun, Dar Chouafa, Dar Titoufoula. Alors, il était trouvé à Dar Kitoun. Dar Kitoun, Dar Dmana, peut-être qu'on l'appelait par la suite. C'est là où on a trouvé Zineb. Et c'était Fatma Bziouia et Lala Zoubida qui l'ont trouvé. La 86e question, Rahma a préparé un repas pour les mendiants, un repas pour sa fille, un repas pour les enfants. La bonne réponse, pour qui il a préparé ce repas, on l'a dit ici, eh ben, il l'a préparé pour les mendiants, afin de remercier Dieu pour les enfants. Il a préparé pour les enfants. Les hôtes de Rahma étaient des vieux, des enfants, des aveugles. Les hôtes, il y a les diof. Diof dit Rahma. Est-ce qu'ils étaient des vieux, des enfants ou des aveugles? La bonne réponse, c'est 3. Ils étaient des aveugles. Ok? Ben voilà. J'espère qu'on a contourné maintenant les 3 chapitres. Regardez, vous devez revenir à ces classements des événements. Ça va vous aider à vous situer chaque fois que vous avez à situer un passage et en même temps de connaître le fil de la narration. Donc, essayez, si vous voulez, c'est une gradation des événements. Là, on a une gradation, on suit le fil de la narration, l'écoulement de la narration. Donc, ça va vous permettre à vous situer dans toute l'œuvre. Alors, voilà pour les 3 chapitres. Voilà pour les questions concernant ces 3 chapitres. Bien, alors, je vous ai déjà envoyé, j'ai fait ce matin-là une vidéo sur le 4e chapitre que je vous ai envoyé. Vous allez une autre fois visionner cette vidéo et je vous ai envoyé sur la page des questions, de la même manière, des questions pour le chapitre 4. Après avoir visionné la vidéo, vous répondez à ces questions. Ce soir, ou peut-être demain même, je ferai le chapitre 5 que je vais vous envoyer avec les questions. Et une fois qu'on va faire le chapitre 4 et le chapitre 5, on va s'arrêter pour faire une séance sur les différents plans de la production écrite. Vous savez que dans la production écrite, ce qui est important, ce n'est pas tout simplement d'avoir des idées, d'avoir des arguments, mais c'est de savoir comment les utiliser dans une production écrite, c'est-à-dire la démarche à suivre. Et la démarche, ça obéit bien sûr à une méthodologie, à une méthode. On a une méthode à suivre, et pour connaître les méthodes, il faut d'abord connaître les différents plans de l'écriture, de production écrite. On a le plan dialectique, quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on utilise le plan concessif, le plan comparatif, le plan analytique. Alors, après le 5e chapitre, on fera une pause sur l'étude de texte et on va faire donc cette leçon sur les différents plans. Comme ça, on va commencer la préparation de la production écrite. Alors, j'espère que vous serez tous et toujours nombreux à nous suivre sur ces lives-là, et à suivre bien sûr les vidéos que je vous envoie. Je vous remercie pour votre présence,
vous étiez plus ou moins nombreux, ça va, hein, ça encourage. Et je vous donne donc rendez-vous. Je vais vous l'annoncer dans le groupe. Hein, quand est-ce qu'on va faire le prochain live. D'accord? Alors merci et à bientôt. Au revoir.